Sophie, tu vois mon écran? Oui, je vois, Sans pardon. problème. OK, c'était Ouais. pour m'assurer que c'était OK. Donc, si on peut vous demander effectivement de couper vos micros parce que les perturbations, c'est un petit peu gênant sonore pour tout le monde. Donc, voilà. Alors, en revanche, dans le chat, vous n'hésitez pas. C'est-à-dire, vous vous lâchez même euh, si c'est pas dans la ligne du sujet. Si vous avez des idées, par exemple, pour des prochains meet-up, n'hésitez pas, posez toutes les questions. Évidemment, on ne pourra pas répondre à tout, mais on étudiera le chat attentivement et ça pourra nous resservir plus tard. Voilà, donc n'hésitez pas à vous lâcher en écrivant. Oralement, c'est un petit peu plus compliqué pour pas que ça devienne confus et que ça dure trop longtemps. Donc, Elementor 3. Alors, vous savez sans doute, si vous utilisez Elementor, qu'il y a eu pas mal de remous autour de cette sortie, qui a été un petit peu délicate. Passe. Ah, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Ah, tu chasses. Il faut couper votre micro. Voilà. Alors, on parle de mise à jour majeure pour Elementor 3. Et j'ai remarqué que souvent, les mises à jour majeures, dans la tête des gens, euh, c'était de nouvelles fonctions et si possible, beaucoup de nouvelles fonctions intéressantes. Alors, ça peut être ça. C'est surtout ça au début de la vie des programmes. Mais ça peut aussi être complètement autre chose, et c'est le cas de cette mise à jour d'Elementor, de cette version. En fait, ils sont à un stade de la vie du programme où ils ont eu besoin, après 4 ans d'existence, de refondre, comme on le fait souvent, de refondre certaines choses, parce que le web a évolué, les solutions qu'ils avaient choisies au départ, il faut peut-être les adapter. Ils se retrouvent devant certaines barrières et on doit en gros réorganiser un programme alors qu'on avait au fil des années ajouté des fonctions sur un schéma d'organisation un peu différent. Donc c'est toujours des mises à jour assez délicates qui concernent la performance, l'organisation. Ils ont changé le constructeur de thème, on en parlera rapidement. Voilà, donc que ça pose des problèmes, ça, et qu'il y ait des bugs, ça, c'est pas super étonnant. La façon dont ça s'est passé a été un petit peu curieuse. On en parlera. Donc très rapidement, les nouvelles fonctions, vous avez ce qu'ils ont appelé le design global. Donc en français, c'est le système de design, ils appellent ça design system. En français, ça sonne un peu bizarre, ça serait système de conception, puisque c'est pas seulement le design au sens graphique. Hein. Ça, c'est prévu pour évoluer. Voilà, en gros, c'est ces écrans-là. Bon, là, c'est pour les couleurs globales. En gros, ça vous permet de centraliser, par exemple, la définition d'une couleur, d'aller dans les différents endroits de votre site, donc page ou template, appliquer des couleurs aux différents éléments, widgets, et de pouvoir après modifier la couleur de façon centralisée pour pas avoir à tout refaire. Idem pour tout ce qui est style typo. Pour le moment, on en est là. En gros, c'est la fonction qui a posé problème essentiellement et qui a généré pas mal de discussions. L'autre nouveauté, c'est le builder global. Donc ça, c'est le constructeur de thème. Et bien sûr, il existait déjà. Il n'y a pas vraiment de nouvelles fonctions au sens de construire des modèles. En revanche, l'interface a complètement changé. Ils ont centralisé ça et maintenant, on utilise ça directement dans l'éditeur. Donc, c'est un choix assez radical. Je pense qu'ils ont l'intention de le faire évoluer pas mal. Voilà. Sophie, tu peux surveiller s'il y a des questions. N'hésite pas Ouais. à m'interrompre. Justement, on a une première question qui est quelles ont été les optimisations de performance? Une question de Manuel. Voilà, donc c'est mon troisième point. J'en ai pas encore parlé. Alors effectivement,
quand on lit les posts des gens d'Elementor, et ils ont affirmé qu'ils ont pas mal travaillé là-dessus. Sur la performance, vous pouvez aller voir un article de blog d'Elementor qui traite de ce sujet, bon, en anglais, mais ça ne devrait pas poser de problème. Vous pouvez. Alors, essentiellement, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu des problèmes, essentiellement, les optimisations ont concerné la gestion des CSS. Alors, je ne sais pas évidemment qui comprend quoi, mais bon, je vais en parler rapidement. Des CSS dynamiques. Donc, tout ce qui est système de design global est impacté, et tous les gens qui avaient commencé à l'utiliser et à utiliser du dynamique intensivement dans leur site ont pu rencontrer des problèmes au moment où les bugs étaient encore présents. Hein, donc, c'est ça probablement qui a généré des problèmes. Maintenant, dire dans quelle mesure ça va vraiment accélérer le programme, c'est évidemment très difficile à ce stade, puisque les, les bandes tests sont toujours assez discutables. Ça dépend tellement de l'hébergement, de la façon dont le site est construit. Bon, eux, ils ont l'air assez confiants du fait que ça améliore pas mal la vitesse du programme. L'avenir le dira. Moi, je peux pas, là, pour le coup, je peux pas vous en dire plus. Hein, mais je pense qu'en suivant par exemple, le groupe Facebook officiel, on aura quelques retours dans les mois qui viennent, mais pas tout de suite, parce qu'il faut toujours attendre un peu. Alors, la sortie a généré pas mal de remous. Si vous fréquentez le groupe Facebook officiel d'Elementor, vous avez probablement suivi ça. Il y a eu des posts, on va dire, vigoureux d'utilisateurs qui étaient pas très contents. C'est assez classique, hein, quand vous allez sur un groupe qui parle d'un logiciel, vous avez toujours des gens très mécontents, vous avez des gens très contents, quoi qu'il se passe, et puis vous avez une masse relativement silencieuse, la plupart du temps satisfaite, sinon ils s'en vont, ils quittent le programme. Et on entend surtout les extrêmes, en fait. C'est un peu le problème. C'est aussi la caisse de résonance réseaux sociaux qui génère cet effet, pas seulement sur les logiciels. Hein. Donc il faut savoir, quand on lit des choses, disons, modérer un peu ce qu'on lit. Hein, c'est ce que j'ai appelé, il y a les colériques et les discrets. Et les discrets, on les entend pas tellement. Alors ça, c'est typique du genre de poste. J'ai pris vraiment un poste hyper soft, hein, qu'on a vu. Donc, il y a pas mal de participation. Là, je sais pas, il y a 40 commentaires. C'est quelqu'un qui se dit un peu déçu de la mise à jour. Donc, c'est très soft. Hein, il y a eu des choses beaucoup plus violentes. Donc, voilà, des gens qui disent j'y arrive pas, ça m'a détruit mes sites ou mon site, avec des arguments plus ou moins rationnels. Euh, et, et ça a généré une ambiance un petit peu particulière, puisqu'il y avait certains membres du groupe Facebook qui ont à leur tour réagi assez violemment. Et de temps en temps, il y avait une intervention de quelqu'un d'Elementor, mais ils préfèrent pas trop. Et c'est pas facile, puisqu'ils étaient en train, eux, de régler leurs propres problèmes, et je pense qu'ils étaient très occupés. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu là-dessus. Alors, on peut se demander pourquoi, quand on va sur ce genre de poste ou quand on fréquente ce genre de groupe, on a des avis si contradictoires. C'est assez surprenant. Hein. Si vous posez la question, est-ce que la migration, enfin la mise à jour, l'update s'est bien passé, vous allez avoir des gens comme ceux dont je parlais qui disent c'est fini, je m'en vais, je vous quitte, c'est insupportable. D'autres qui disent j'attends la version 4, bon, des choses assez violentes, et derrière ils font 40 lignes, hein, bien sûr. Et puis d'autres qui disent merveilleux, plus un, ok, je vous aime. Et pourtant ils utilisent tous WordPress et Elementor. La raison en est que, en fait, quand on utilise WordPress et Elementor, on peut avoir des situations de site tellement différentes, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, hein, dans
dans les précautions à prendre, que en fait, ça n'a absolument rien à voir. Et que effectivement, pour des gens, tout va bien se passer. Bon, en gros, je vous résume un petit peu sans déflorer ce qu'on va dire. Vous avez un site vitrine de 3 pages qui utilise un widget texte et un widget image, le widget texte et le widget image intensivement. La plupart du temps, ça va bien se passer. Vous avez un gros site avec plein de CSS dynamiques, du code customisé, vous essayez d'utiliser les nouvelles fonctions pour faire une structure de site avec des réglages globaux. C'est pas du tout le même enjeu. Et la mise à jour va jouer sur plein de choses. Il y a aussi le problème des plugins. Bon, on verra tout ça, on en parlera, mais c'est essentiellement pour cette raison que vous pouvez avoir des. Donc, après, donc, la qualité de votre mise à jour va vraiment dépendre de ce que vous êtes assez lucide pour juger de votre situation. Hein, c'est assez important. Donc, on va commencer à parler un petit peu des. Sophie, il n'y a, pas de questions dans le chat Non, on vient d'avoir une à l'instant. Oui, laisse-moi tomber. Ok, non, non c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, les fameuses précautions pour éviter les problèmes. Donc, je pense que la majorité d'entre vous, alors c'est toujours pareil ce que disait Sophie, on a du mal à se faire une idée du profil technique des gens. Donc, on est obligé de parler un petit peu au milieu pour tout le monde, en espérant pas ennuyer trop ceux qui connaissent bien et qui voudraient apprendre quelque chose, et puis pas perdre complètement les gens qui connaissent pas bien. C'est pas très satisfaisant, mais jusqu'à ce qu'on connaisse un peu mieux les gens, on est obligé de faire comme ça. Donc c'est très nettement orienté vers du no-code. Hein. On parle d'Elementor. C'est-à-dire si vous êtes un développeur très pointu ou quelqu'un qui connaît très bien les hébergements, il est probable qu'à ce stade, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Mais en même temps, on n'exclut pas qu'il y ait une partie des gens qui sont intéressés par les meet-up qui pourront ultérieurement proposer des choses plus pointues pour un public qui connaît mieux. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas, encore une fois, en parler dans le chat et à proposer des choses. Alors, je vais commencer par ce qu'on appelle les sites de test. Donc, pour les gens qui ne sont pas vraiment au courant de ce que ça peut être, le site de test, c'est pas un site que vous installez. Ça peut être ça, mais on ne parle pas vraiment de ça là. Un site que vous installez, puis vous testez les choses, et puis vous dites si ça marche, je vais le refaire sur le site. Hein. La plupart des hébergeurs ont une fonction, donc en anglais c'est staging site. En français, on traduit par site de test, c'est ce qu'il y a de plus clair. Hein. Staging, c'est au sens de jouer la comédie d'abord avant de faire le vrai. Ces sites de test fonctionnent. Donc, je vais vous donner un exemple. Chez un hébergeur, vous avez ici, imaginons que vous ayez un site ici. Donc ça, j'ai flouté, hein, puisqu'il y a des noms réels derrière. Et que vous décidiez de faire un staging site pour ce site, vous avez un bouton qui dit staging site, tout simplement. Donc, vous générez le staging site, ça prend un petit moment, puisqu'il va le cloner, et vous vous retrouvez, par exemple, évidemment, c'est un hébergeur. Chaque hébergeur a ses interfaces à lui. Donc, vous retrouvez à peu près les mêmes fonctions, et encore, pas exactement les mêmes, mais c'est surtout le principe qu'il faut comprendre. Donc, une fois que vous avez fait, en général, il s'installe sur un sous-domaine de votre site. Vous pouvez choisir le nom. Une fois que vous avez fait cette opération, apparaissent des actions sur le site comme un site normal, avec en plus un bouton ou une fonction. Ici, elle s'appelle, vous voyez, je vais un peu zoomer, elle s'appelle Merge to Live. Tout simplement, une fois que vous avez fait vos changements, vous allez faire du push vous allez pousser les changements sur le site en production, le site qui est en ligne. Le site en production, c'est toujours le site en ligne. Hein. Donc voilà, ça c'est une pratique qui est ardemment conseillée par la plupart des gens qui parlent de gestion de sites web.
En réalité, c'est celle qui est la moins pratiquée. Moi, je suis à peu près sûr que, je sais pas, il y a moins de 5% des gens qui utilisent des staging sites. Il y a des raisons pour ça. Euh, Déjà, il faut connaître et comprendre la fonction, puisqu'on est sur des logiciels qui sont plus aussi techniques qu'avant. Donc, il y a tout un public qui commence à faire du site et qui est pas très technicien. Ces sites sont souvent comptés comme un site à part entière. Donc, ça utilise sur vos hébergements, ça utilise de l'espace disque ou n'importe quel type de ressources que l'hébergeur va utiliser pour dimensionner son hébergement. Hein. Ça peut être le nombre de fichiers, ça peut être bon, il y a plein de choses. Euh, donc, donc il y a un coût en fait. Il y a un coût réel hein, si on a des hébergements corrects, puisque ça prend tout simplement une part de l'hébergement. Alors il y a peut-être des hébergeurs qui pratiquent ces staging sites de façon transparente, c'est-à-dire qui vous les décomptent pas. À ce sujet, je vais en parler un peu de ces fameux hébergements avec des caractéristiques. Vous avez sans doute déjà vu ça sur les hébergements, les caractéristiques illimitées. C'est-à-dire, soit vous avez de l'espace disque illimité, vous avez une bande passante illimitée, vous avez. Bon, évidemment, euh, rien n'est illimité. C'est-à-dire que si on vous. C'est même en général plutôt des hébergements d'entrée de gamme qui font ça. Quand vous montez un peu en gamme, vous avez des choses plus claires au niveau de l'espace disque, de la mémoire, des parts de computer, des choses comme ça. Euh, Évidemment, rien n'est illimité. Si vous décidez un jour de mettre, je ne sais pas, quelques pétaoctets de vidéos chez votre hébergeur, sur ces disques pour refaire votre petit YouTube, vous allez voir très vite que ce n'est pas illimité. Hein. Vous allez être appelé et probablement être viré rapidement. Euh, donc, c'est tout simplement un argument marketing. Pourquoi c'est pas des bandits finis? C'est parce que s'ils ne le font pas, les gens qui ne connaissent pas et qui voient ces caractéristiques chez d'autres hébergeurs et qui, sans réfléchir, disent j'ai toute la place que je veux, j'ai toute la bande passante que je veux, c'est en général moins sensible, vont se dire je vais aller chez celui qui m'offre le plus de place. Donc voilà, c'est une sorte de surenchère euh, qui s'adresse à des gens qui connaissent pas trop les hébergements. Et c'est vrai qu'on peut même se faire avoir quand on connaît un peu mieux, tout simplement parce qu'on se dit je vais pas me faire embêter, 10 gigas ou 20 gigas, c'est pas beaucoup. Là, au moins, je serai tranquille. Mais bon, on le paye d'une façon ou d'une autre par les performances, on le paye ailleurs. On a juste une question là. Il y a Mathieu qui nous demande quel hébergeur c'est là en l'occurrence. Alors ici, c'est un écran de chez WPX, je pense, qui a un très bon hébergeur WordPress. Euh, Voilà, c'est pas un hébergeur d'entrée de gamme, hein, on est plutôt là, les premiers hébergements WPX, ils sont autour de 250 € l'année, quelque chose comme ça. On est autour de 20 € par mois. Pour, voilà. Mais vous avez du staging site il y a des plans SiteGround. Alors, des hébergeurs comme OVH ou AutoSwitch, moi je connais plus bien puisque ça fait longtemps que j'y suis plus. Mais ils ont probablement développé des choses comme ça. Donc, il faut toujours un petit peu être à l'affût de ce qu'ils vous proposent. Bon, on va sortir, si j'y arrive, de cette capture. Attends, j'ai une autre question. Que Oui. du staging quand on a des sites e-commerce ou autres, quand les usagers peuvent influencer sur les DB, mailing list, etc. Oui, alors ça, effectivement, c'est plus le site est dynamique, plus ça va, plus ça risque d'être compliqué. Là, vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Quand on veut faire, je pense, du staging sur un. Alors, ça dépend évidemment de l'activité de la boutique. S'il y a 12 clients par jour, ça va aller, ou 5, je sais pas. Enfin, je sais pas où est la limite. Euh, il va de soi que normalement, vous ne touchez pas aux données clients, c'est-à-dire vous faites un petit peu attention. Quand on fait de la boutique, on fait toujours un petit peu attention. Je pense que, encore une fois, si vous prenez un hébergement correct, posez la question au support et demandez quelles sont les implications et les dangers. C'est un peu la caractéristique de ces hébergements un petit peu plus chers, c'est qu'au moins vous avez des réponses sur des choses un peu plus pointues et souvent un petit peu plus rapidement. Hein.
Donc, moi, j'ai jamais fait de staging sur des sites de commerce. J'ai jamais fait non plus de gros sites de commerce. Donc, je peux pas. Ma réponse n'a pas très argumenté. En revanche, si quelqu'un dans le chat a déjà fait ça, fait du staging sur un gros e-commerce, par exemple, bah, qui nous le dise et Sophie relaiera son avis. Je viens de rajouter un truc qui demande si on peut exclure les DBS ou commerce lors d'un push. Aucune idée. Je pense que, en fait, ça va dépendre vraiment. Je pense qu'il y a des scripts de staging aussi. Et ça dépend vraiment de ce que fait l'hébergeur, quoi. Comme partout, dès qu'on rentre dans des fonctions un petit peu plus compliquées, ben vous avez différentes propositions. Et après, il faut soit tester, soit demander. Je sais que c'est un peu frustrant, mais là, vraiment, je peux pas vous répondre. Donc, revenons au fameux staging site pour les gens qui ne connaissent pas trop. Il faut aussi un minimum de temps pour le mettre en place. Hein. Quand on travaille sur 2 gros sites, ok, on va même probablement pas réfléchir s'il y a un enjeu financier fort derrière. Quand on travaille sur de très nombreux petits sites, eh ben, il faut quand même les gérer. Comme je disais tout à l'heure, ça prend de l'espace. Il faut les mettre en place. Ça prend un peu de temps. C'est moins souple au niveau des petites mises à jour. Il y a quand même un process de mise à jour, même si c'est du clic, bah, c'est moins direct et on sait à quel point ça compte aussi pour certains clients. Il va falloir leur expliquer éventuellement. Voilà. Donc moi, je comprends très bien que plein de gens n'utilisent pas des sites de test, en particulier pour faire du site vitrine ou du petit site, parce que c'est quand même un petit investissement de temps et d'argent supérieur. Alors disons, quand vous êtes dans un projet avec un développement intensif, il y aura beaucoup d'avis émis parce qu'il y a plein d'intervenants, il va y avoir des essais-erreurs. Oui, ça peut être vraiment utile. Hein. Si vous êtes sur un site très sensible aussi, c'est utile. Bon, hormis la question de la boutique à laquelle j'ai pas vraiment pu répondre. Si c'est de la donnée classique, bah, vous faites attention, quoi. Vous préférez que ça soit checké avant, ce genre de choses. Ça dépend aussi beaucoup du nombre de sites que vous gérez. Hein. Si vous avez 500 sites vitrines de petits clients qui sont quasiment pas mis à jour, il est probable que la décision est vraiment contre-productive. Hein. Après, le discours officiel, ça sera il faut quand même faire ces sites, c'est beaucoup mieux, faites comme ça. Mais on sait que la réalité du terrain, hein, quand on fait du web, on le voit tous les jours. Ben moi, on va dire c'est plutôt jamais le staging site que toujours. Hein. Voilà. Et évidemment, la vérité est sans doute quelque part entre les deux. Mais vous aurez beaucoup en sécurité, en particulier, beaucoup de discours sur ce qu'il faut faire. Et c'est assez difficile de s'emparer de ces affirmations et et de se demander est-ce qu'elles sont saines ou bien dimensionnées pour moi. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas fatalement dans la même catégorie que tout le monde. Et ce qui peut être bien pour quelqu'un peut être vraiment pénible, lourd, peu utile pour d'autres. Hein. Alors évidemment, là aussi, pas de miracle, pas de solution miracle, mais bon, il faut réfléchir. Hein. Pour le staging 5, par exemple, réfléchissez. Si vous êtes vraiment sur de petits sites avec des besoins de mise à jour rapide et simple pour les clients, et ben en général, le WordPress avec un éditeur correct, donc là Elementor en l'occurrence, fonctionne bien. Là, on a Laurent qui nous demande si à la place du staging, que pensez-vous de l'installation en local pour faire les tests? Merci. Alors, bah, l'installation en local, moi, je l'utilise pas ou très peu pour une bonne raison. C'est que j'aime bien tester, comme j'ai pas mal de petits clients, j'aime bien tester tout de suite online pour pas avoir de surprise, c'est-à-dire euh, vraiment sentir ce qui va se passer au niveau de l'hébergement, au niveau éventuellement des plugins ou des add-ons installés. Donc j'aime bien travailler en mode réel en fait. Mais ça effectivement parce que il n'y a pas énormément d'interventions et de développement customisé. Si vous avez un gros développement et un gros site, au moment effectivement de la construction du site, c'est tout à fait recommandé. Ça va vous faire aller beaucoup plus vite, évidemment. Euh, et donc, oui, c'est une option que beaucoup de développeurs, pour le coup, utilisent. Après, évidemment, se pose la question du, bah, après, le client, les mises à jour clients.
Donc, comment on fait, comment on prépare ça? Mais bon, oui, c'est une solution, à mon avis, pour les sites d'une ampleur minimale. On a Claude Sardaigne, du coup, qu'on connaît bien, qui nous demande, qui dit perso avec OVH et ses sauvegardes fréquentes, le plus simple n'est-il pas de tenter la mise à jour et restaurer si problème? Voilà, on va en parler, hein, c'est le backup, mais je voulais quand même vous parler de ça parce que c'est des fonctions qui sont apparues dans des hébergements relativement en- entrée ou entrée de moyenne gamme, qu'on voyait encore pas il y a 2-3 ans dans ce type d'hébergement. Hein, et on en avait bien sûr, mais dans des hébergements plus onéreux. Donc il faut en parler parce que ça va se démocratiser vraiment et probablement on va les utiliser de plus en plus, mais on verra si ça a du succès. Moi, pour le moment, comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris, pour les petits sites, et je pense que c'est pas encore indispensable. Alors, bien sûr, on peut pas ne rien avoir en cas de problème, hein, puisque tout ça, vous l'avez compris, on en reparlera un peu à la fin, c'est qu'est-ce qui se passe si une mise à jour se passe vraiment mal? C'est-à-dire si je n'arrive pas à récupérer le site en l'état, ou je perds des données, ou bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, dans ce cas-là, ça, comme le disait Claude, il faut un backup. Le backup, il est absolument incontournable, euh, que vous ayez ou pas. euh, donc, les solutions, que vous ayez pas un instant JSON, pardon. Les solutions de backup, il y en a beaucoup. C'est un marché et un domaine qui fourmille de solutions. Il y en a beaucoup, pas par hasard. Alors, pour des choses très honorables, évidemment, avoir le plus de sécurité possible. Pour des choses, je ne sais pas si c'est pas honorable, mais qui sont un petit peu moins claires, tout ce qui joue sur la peur des gens de perdre leurs données, c'est aussi une source de revenus parfois plus facile. Donc tout ce qui est sécurité, hacking, antivirus, backup, ce sont des choses assez porteuses. Bon, bah, dans ça, il y a beaucoup de concurrence. Mais là aussi, la question, ça va être, est-ce qu'on est pas en train de me survendre quelque chose? Et ça, c'est pas non plus très facile à déterminer. Alors, je crois qu'il y a un article, voilà. Vous avez un article sur le blog d'Elementor, hein, qui vous fait un petit résumé, alors un long résumé, on va dire, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le backup, sur les sauvegardes WordPress, et qui vous donne éventuellement quelques noms de plugins à la fin. On en reparlera rapidement. Moi, je vais vous parler d'abord de la première précaution. La précaution minimum que vous ayez à prendre, c'est le backup hébergeur. Alors, ça peut s'appeler backup, snapshot, image. Vous avez différentes dénominations selon les hébergeurs. Si vous ne prenez qu'une mesure, c'est celle-là. Avant de faire héberger votre site, je pense que maintenant, c'est à peu près répandu partout, mais vérifiez bien qu'il y a un backup restore chez votre hébergeur. Évidemment, idéalement, le tester. Bon, je pense que le système de backup de l'hébergeur ne fonctionne pas. Alors, c'est toujours possible, hein. Une sauvegarde corrompue, ça arrive de loin en loin. Je me souviens en particulier d'une histoire, il y a bien pas loin d'une vingtaine d'années, chez un très gros hébergeur français, je ne le nomme pas, à l'époque il n'était pas aussi gros, qui avait perdu des centaines, sinon des milliers de sites à cause d'une sauvegarde corrompue. En gros, ils avaient fait sauter un disque. Alors, évidemment, c'était moins compliqué, il y avait moins de clonage et de multiples copies de précaution. Mais voilà, ça arrive même aux hébergeurs, ce genre de choses, c'est rare, mais autant prendre ses précautions. Donc, vous n'aurez jamais 100% de sécurité. C'est un peu ça qu'on va vous vendre quand on va vous survendre quelque chose. C'est en fait, vous allez avoir 99,97% de sécurité, puis on va vous dire, bah pour 98, il faut mettre 30 euros de plus, et puis alors après, pour 99, c'est 80 euros de plus, et puis voilà, c'est un peu le système. Euh, Jouer un peu sur la peur en disant, bah, c'est possible, vous voyez, c'est arrivé, c'est un peu comme le loto, c'est possible. En fait, non, c'est quasiment impossible. Euh, alors, donc, les backups hébergeurs, je vais vous montrer un exemple, une capture d'écran d'un backup hébergeur. Donc ça, c'est un hébergeur qui a fait son système de backup, qu'il a intégré au cPanel, si vous connaissez, si vous avez un écran, c'est l'interface
de gestion de site la plus connue pour les hébergements mutualisés. Euh, et pas seulement mutualisés, je pense qu'on peut gérer peut-être des VPS, mais c'est moins fréquent. Et ici, je vous montre l'écran de restauration. Alors pourquoi c'est très pratique, et c'est même quasi indispensable, c'est que vous ne gérez rien. Tous ces backups sont faits automatiquement. Vous n'avez rien à programmer. En gros, ici, bon, pour ne pas nommer l'hébergeur, je crois que c'est un écran SiteGround. Vous avez un mois, ici on ne voit que la semaine, mais vous avez un mois d'hébergement, je pense. Vous allez choisir le snapshot ou l'image ou le backup que vous voulez restaurer. Donc, vous allez cliquer sur le jour. Ici, vous allez décider si vous restaurez tout, parce que vous pouvez avoir un site ou plusieurs sites, ou pas. Et dans ce cas-là, on va vous demander de choisir ici des fichiers. Est-ce que vous voulez restaurer la database, la base de données, est-ce que vous voulez restaurer les emails, et hop, on y va, on fait restore. Je l'utilise très fréquemment. Pour le moment, je ne me souviens pas d'un moment. Alors, je sais que ça arrive, hein, certaines personnes le disent, mais pour moi, sur mes quelques dizaines, centaines d'opérations, je ne me souviens pas d'avoir eu un problème. Vous entendrez, hein, attention, il ne faut pas faire confiance au backup des hébergeurs. Alors, il y a des raisons qui sont un peu obscures maintenant, qui disent, mais il ne faut pas. On fait toujours un backup on-site, c'est-à-dire chez votre hébergeur, et un backup off-site, c'est-à-dire ailleurs, beaucoup plus loin. Comme ça, s'il y a un gros problème chez l'hébergeur, on a toujours une. Alors, ça peut être chez vous, hein, ça peut être en local, ça peut être sur un cloud quelconque, un Dropbox, un Google Drive pour les plus connus, un Amazon, euh, donc où vous voulez, mais ailleurs. Hein. C'est un peu les règles. Le site online, le backup éventuellement chez vous, plus le backup, le backup off-site. En fait, il y a des bémols à ça, c'est que vous pensez bien que les hébergeurs ont des images de leur disque. Parce que si eux, ils ont un problème, et ailleurs, parce que si eux, ils ont un problème, euh, ils vont. Donc, si c'est un problème de disque, par exemple, ce qui est un problème matériel fort, quoi, il est probable que c'est eux qui vont restaurer. Hein, ça me semble absolument délirant qu'ils n'aient pas une sauvegarde sur ailleurs. Ah, maintenant, effectivement, c'est moins souple, mais en même temps, vous n'avez pas beaucoup de possibilités d'action. Hein. Alors, au-delà, il y a quoi? Bah, il y a un incendie, je sais pas, dans un local, une bombe, la guerre mondiale, une météorite qui fracasse la Terre. Bon, vous voyez, mais on est vite dans des délires qui en fait sont un petit peu too much. Hein. Euh, donc voilà, je veux pas dire que le off-site c'est une mauvaise idée. Mais je veux dire que si vous avez, par exemple, des petits budgets parce que prestations pas très chères, peu de temps, ou pour des petits sites, euh, c'est pas scandaleux de se contenter. Je sais que c'est pas le discours là aussi officiel de se contenter d'un backup hébergeur. Par contre, il faut que vous fassiez attention à ce backup hébergeur. Il faut que vous l'ayez testé plusieurs fois pour avoir un minimum de sécurité quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces backup hébergeurs? Ça, c'était l'interface proposée, je pense, par l'hébergeur, mais intégrée à un panel au cPanel. Ici, vous avez par exemple Softaculous, qui est un programme qui va installer d'autres scripts. C'est la liste des scripts ici. Je vais essayer de zoomer un petit peu là-dessus. Vous voyez, c'est la liste des scripts. En gros, c'est avec ça qu'on installe WordPress, quoi. Vous voyez, vous faites votre installation WordPress. Peut-être que certains reconnaissent. Euh, Est-ce que j'arrive à descendre encore un petit peu sur mon zoom? Voilà. Bah, vous avez une fonction de backup dans Softaculous. On ne le sait pas toujours. Donc, vous allez faire un backup, par exemple, un backup manuel au moment où vous allez faire une grosse mise à jour, une mise à jour dangereuse pour avoir le dernier état du site. Hein. Donc, c'est une solution. Et vous allez même, je crois, on peut même. Donc, voilà, l'autre, c'est l'écran d'accueil de Softaculous, hein, installation, backup. Voilà. Et je pense même, donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez ici, vous avez même, vous pouvez ajouter
des endroits où vous pouvez faire le backup. Et ici, vous avez par FTP, donc vous définissez un espace à vous par FTP. Et vous avez aussi, alors de tête, je me souviens plus de tout, mais je crois qu'il y a du Dropbox, du Google Drive, Amazon, je me souviens plus. Et vous pouvez aussi envoyer des backups comme avec un plugin WordPress. Toujours pareil, l'intérêt, c'est que c'est géré sur le serveur. Pas besoin de rajouter un plugin, éventuellement de payer la licence, d'alourdir le site, tout ça. Donc vous pouvez y penser, allez voir, fouillez bien votre hébergement et vous aurez peut-être des solutions de backup. Sophie, on fait une petite pause, pas de... Oui, oui. On a quelques personnes qui s'impatientent de parler des nouveautés d'Elementor 3.0 et on a juste des commentaires. Donc, attends, je les retrouve. Où dit-il? Oui, donc on a Olivier qui nous dit qu'il ne faut pas oublier que WordPress est fait pour évoluer directement en prod sans souci. Si staging, c'est surtout pour les gros changements qui vont impacter le site, comme une nouvelle extension lourde importante. Oui, c'est un peu ce que j'ai dit. Ouais. Il faut bien dimensionner son action, quoi. Ok, Euh, je suis voilà. d'accord avec ça, hein. Et oui, non, mais voilà, je le dis comme ça, voilà. Et on a Claude qui nous dit on peut faire une copie en local sur notre poste, ça ne coûte pas. Oui. Alors pour les personnes qui s'impatientent, je veux juste vous rappeler quand même l'intitulé les précautions à prendre lors des mises à jour majeures, hein. Donc je veux bien en parler, c'est pas un problème, mais on parle avant tout des précautions à prendre parce qu'il y a eu certains problèmes, on n'en a pas encore parlé. On parlera plus effectivement de qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas bien, restaurer le backup. Mais les fonctions, on pourra en parler, je pourrais répondre aux questions. Elles sont finalement assez simples dans l'esprit, puisque, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de fonctions nouvelles, hein, c'est surtout une réorganisation et une optimisation du code et un gros changement du moteur, quoi. Voilà, je voulais juste dire ça. Donc le backup, ça j'ai parlé backup hébergeur. Évidemment, il y a d'autres solutions, hein. Souvent, on va doubler le backup hébergeur par un backup automatisé off-site, donc en dehors du site. Et là, effectivement, on a plein de plugins qui vont permettre à telle heure, tous les jours ou pas, ou toutes les semaines, d'envoyer un backup sur un Amazon S3, un Google Drive et plein d'autres clouds qui permettent éventuellement après de récupérer le backup si ça marche bien. Il y a vraiment, je ne veux pas en parler parce que il y a plein de plugins. Le plus connu, c'est peut-être Updraft, mais vous avez plein Backup Buddy, BackWPE, puis il y en a même des gratuits. Et certains ont fonction gratuite, fonction premium, bien sûr. Honnêtement, si vous tapez dans les connus, il y a peu de chances que le plugin ne fonctionne pas bien. Ce qui peut se passer, c'est est-il lourd, par exemple, ou pas pour mon hébergement. Il y a des plateformes genre ManageWP ou MainWP qui proposent aussi des solutions pour faire du backup à distance et puis rapatrier ça ailleurs. Vous avez plein de solutions, mais testez par exemple la solution Updraft Plus gratuit et puis vous allez sur le repository WordPress, vous faites ça. Et puis voilà pour une bonne action de backup. Alors après, la troisième précaution, c'est évidemment le backup manuel sur votre machine dès que vous faites une mise à jour très sensible. En gros, les mises à jour majeures. Alors, c'est pas toujours c'est ça aussi, c'est un peu difficile, hein. C'est quand on dit les 3.0, 2.0, faut faire un peu attention. C'est la plupart du temps, c'est ça. Mais il se trouve que parfois, des passages en 2 points quelque chose peuvent être assez majeurs aussi. En gros, tout ce qui est optimisation du code et refonte un peu euh, des mécanismes qu'on ne voit pas, quand il n'y a pas de nouvelles fonctions très visibles ou très peu, dites-vous, c'est peut-être une mise à jour un peu plus sensible parce que ça va toucher à l'optimisation et sans doute à des choses que vous ne voyez pas mais qui sont assez importantes. Donc ça peut être une solution pour être un peu plus prudent. Euh, alors, exemple, pareil, il faut juger de ce que vous pouvez faire. Vous gérez un seul site, vous avez une bonne petite boutique qui tourne bien tous les jours. Évidemment, vous faites un backup manuel. On ne sait jamais, en plus de votre solution de backup, hein, puisque le bénéfice est quand même nettement supérieur à la contrainte que vous avez. Euh, vous avez peut-être d'ailleurs un site de test, donc le problème se poserait peut-être même pas. Mais enfin, faites-le.
Mais maintenant, bon, par exemple, vous avez 100 petits sites vitrines que vous gérez pour des clients. Vous n'êtes pas très orienté technique. Vous avez des contrats de maintenance, on va dire, plus que raisonnables sur le plan des tarifs. Vous allez faire 100 backups manuels pour avoir juste la dernière image, alors qu'il y a probablement 95% de vos sites qui n'ont pas bougé depuis une semaine, un mois. Donc c'est pas, voilà, c'est juste difficilement praticable. Après, imaginons, vous avez peut-être des solutions de backup centralisées, un clic et je backup tous mes sites, mais ça pose d'autres problèmes. Bon, il faut rester juste pragmatique et dire que dans ce cas-là, vous allez probablement pas faire un backup manuel pour tout. Vous allez faire confiance au backup automatique et vous travaillerez de façon un peu plus détendue, souple en tout cas. Et enfin, la troisième solution, évidemment, celle dont on a beaucoup parlé, mais quand les gens sont entrés en éruption sur des posts Facebook parce que leur site avait été malmené par la mise à jour, c'est mais attendez, enfin, là quand même, il y a eu pas mal de gens qui ont réagi, qui ont dit si vous faites des sites aussi compliqués et où il y a un enjeu, vous savez pas qu'il faut attendre. Et s'il faut attendre un mois, ça vous semble insurmontable d'attendre un mois avant que les patchs soient faits. Donc vraiment, ça c'est la chose. Alors je sais que ça pose. Bon, on est tous un peu pareil, hein. Il y a une sorte de distorsion psychologique du temps quand il y a une mise à jour avec de nouvelles fonctions. Euh, Attendre, ça semble absolument insupportable, alors qu'il y a 8 jours avant, c'était parfaitement supportable. Et un mois, ça va sembler un siècle. Mais vraiment, le conseil de base, c'est aller sur le forum ou le groupe spécialisé du logiciel. Regardez, au moins attendez quelques jours, prenez la température des posts et des événements. Et après, avec un peu d'habitude, vous direz, bon, bah là, ça a l'air de se passer bien, je vais y aller, ou alors, non, bah là, il faut vraiment attendre. Bon, alors, on a pu lire des trucs, moi, je vais sauter la version 3, ça peut durer un an et demi, ça. Ça non plus, c'est pas recommandé, puisque faire des gros sauts de mise à jour comme ça peut poser d'autres types de problèmes. Mais voilà, attendre un mois sur une version vraiment sensible, où on sent que tout n'était pas réglé, c'est quand même pas le bout du monde. Voilà pour l'attente. Et maintenant, on va rentrer donc dans l'aspect. Ben, j'ai rien fait de tout ça. Enfin, j'ai peut-être fait mon backup, mais j'ai mis à jour trop vite, juste pour aller voir les couleurs globales et le système, le nouveau constructeur de thème. Et pouf, il y a plein de choses sur mon site qui marchent plus. Bon, alors déjà, on va parler un petit peu de ce qu'il y a à faire. Bon, ça, c'est plutôt pour les gens qui connaissent pas bien ou qui sont un peu au milieu de la zone technique. Je suis désolé, il faut le faire. Pour les autres, ça, probablement, si vous faites du Elementor, le hard refresh, vous connaissez. C'est le contrôle F5 sous PC, le commande, je ne sais plus exactement la combinaison de touches sur Mac. Euh, où vous avez aussi des petites extensions comme ça qui font ça du hard refresh automatiquement. C'est indispensable parce que souvent le rafraîchissement de la page de base ne marche pas, vide pas le cache. Donc voilà. Euh, la première chose à faire, c'est faire un hard refresh et je juge pas tout de suite. Alors après, le problème des caches. On connaît tous le problème des caches, plus généralement, hein, tous les caches. C'est vraiment, ça peut se révéler vraiment pénible. C'est pour ça qu'en général, on développe sans cache, parce que c'est usant, quoi, cette histoire de cache. Des fois, c'est assez résistant, hein. Ça finit toujours par revenir, mais combien de fois on a cliqué avant d'avoir le rafraîchissement de la page. Donc, vous avez bien sûr les caches navigateurs. Normalement, le hard refresh suffit, mais bon, on sait que donc vous allez vider votre cache, vous pouvez aller vider votre cache manuellement. Vous avez éventuellement un plugin de cache, les WP Rocket, Total Cache, WP Cache, tous ces plugins de cache. Ça peut être des caches. Alors là, c'est côté WordPress, hein. Il y a aussi des caches côté hébergeur. Donc, par exemple, chez SiteGround, ils ont leur propre système de cache assez solide, hein, qui fait de la minification, plein de choses, un peu ce que font les gros plugins de cache.
En intermédiaire, vous avez le Lightspeed qui gère un type de serveur, ce qui est aussi un plugin de cache. Il faut aussi aller vider ça ou le désactiver parce que normalement en développement vous l'avez pas activé, ça vous simplifie la vie. Et puis après il y a alors ça je suis tombé moi des fois, il y a des caches ailleurs. Alors par exemple chez certains fournisseurs d'accès, je sais pas, il y a des pages qui restent coincées. Techniquement je peux pas vous dire, mais j'ai galéré quelques fois comme ça au cours de ma carrière de créateur de site web, alors qu'il y avait un vrai problème, mais c'était pas à un niveau où je pouvais agir et même pas mon hébergeur. Et voilà, ça arrive de temps en temps. Si un jour vous vous retrouvez bloqué, c'est très pénible ça, hein. Bon, heureusement, c'est relativement rare. Après, il y a le vider les stockages d'applications dans les navigateurs. Hein, ça, je vous fais la petite manip rapidement parce que ça, je me souviens par exemple d'avoir travaillé avec des programmes où il fallait le faire systématiquement. Et avec Elementor, ça a arrangé une ou deux fois les choses, hein. Donc en gros, quand vous êtes sur une page, vous allez dans la console. Alors là, je suis sur Chrome, hein, mais ça serait pareil pour les autres. Et vous avez un menu applications où peuvent être stockés dans ce qu'on appelle local storage, peuvent être stockées des données. Et si vous regardez bien, c'est de la CSS dynamique. Donc rien ne dit qu'il n'y ait pas un petit problème ici. Donc tout simplement, ce que vous faites, c'est soit vous faites clear storage, soit vous enlevez plus spécifiquement les données ici, hein, ou vous faites clear, c'est pareil. Ici, il y a clear ça data, et vous repartez. Donc ça, c'est un bon truc si vous le connaissez pas. Ça peut améliorer des choses. Régénérer les CSS dans Elementor, ça je pense que vous savez tous, c'est dans les menus, dans l'administration de WordPress, dans le menu réglage d'Elementor, dans les outils, vous avez un bouton ou une case à cocher, régénérer les CSS. On le fait assez fréquemment, on l'a fait assez fréquemment lors de cette dernière mise à jour. Encore une fois, parce qu'elle touchait pas mal, c'est une refonte du système de CSS dynamique, donc c'est pas très étonnant qu'on ait eu des petits problèmes. Ensuite, vous avez les plugins et add-ons utilisés intensivement. On le sait, beaucoup de soucis peuvent venir des plugins, et là pour Elementor spécialement des add-ons Elementor. Si vous utilisez intensivement des widgets ou des fonctions d'autres plugins, rien ne nous dit que le souci que vous avez repéré sur vos pages ne vienne pas d'un add-on qui n'a pas été mis à jour, qui a un bug avec la nouvelle version. Donc la solution, là évidemment, vous désactivez les plugins. Normalement, vous détruisez aucune donnée, mais vous avez toujours un backup en cas de problème. Et vous regardez ce qui se passe en faisant tous les rafraîchissements dont j'ai parlé. Si ça s'arrange, il faut les réactiver un par un. Vous connaissez le système, j'imagine, jusqu'à trouver le coupable. Ça arrive beaucoup quand on utilise, par exemple, plusieurs add-ons de widgets. On a vite des problèmes. Et il ne faut pas se mentir, hein, les bugs d'add-on, ils existent même hors des mises à jour Elementor. Il y en a plein qui sont pas repérés, on en trouve tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des petites mises à jour. Et ne vous étonnez pas si un jour une version qui a de nombreuses semaines, on va dire, conserve quelques petits bugs avec Elementor. Il faut bien avoir conscience que c'est développé par des gens extérieurs à Elementor et que le problème peut venir d'eux. Et enfin, vous avez développé un code, vous avez un site vraiment complexe, très dynamique, avec pas mal de code customisé. Là, oui, c'est probablement ces gens-là qui ont râlé assez fort. Vous pouvez avoir des problèmes, surtout au moment d'un gros changement comme ça, je le répète, dans la gestion des CSS, parce que tout simplement, vous avez des choses plus compliquées. On sait bien que si vous utilisez un logiciel comme Elementor, qui est quand même à la base fait pour faire du no-code, que vous faites un énorme développement manuel, que ce soit en CSS ou du PHP, du JavaScript à côté, que les problèmes peuvent arriver n'importe quand, et pas seulement avec Elementor. Donc, il y a eu beaucoup de discussions aussi très, très animées pour rester sobre sur les sites, où certains développeurs disaient à d'autres, ce type de projet, vous ne le faites pas avec un builder. Vous codez intégralement le site.
Et comme ça, vous pouvez maintenir le site. Vous avez un peu la main sur votre code. Et voilà, il y a beaucoup de discussions. On dépasse probablement un peu les niveaux techniques des gens qui suivent le meet-up, bien que j'en sais rien. Mais je voulais le mentionner quand même. Alors, y a-t-il eu. Alors, Sophie, pas de questions? Non, pour l'instant, on n'a pas de questions. Ok. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser-les dans le chat. Encore une fois, des questions ou des remarques plus générales, même qui sortent un peu du sujet, pour voir ce qu'on pourrait aborder un autre jour. Ou n'hésitez pas, hein, mettez des réactions, mettez ce que vous voulez dans le chat, ça nous aidera bien, nous. Parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut un peu vous avoir et sentir ce que vous désirez. Donc, allez-y. Bon, là, un petit clin d'œil, hein. Donc, quand j'ai dit attendez, bah, soyez patient et profitez des erreurs des autres. Il y aura toujours des gens pour mettre à jour avant vous, même si vous mettez à jour 10 minutes après la sortie. C'est quand même un logiciel qui a 4 millions d'installations, donc vous en faites pas. Il y aura d'autres gens. Profitez des erreurs des autres ou des tests pour être plus soft. Et comme ça, vous serez plus tranquille. C'est vraiment rester un petit peu zen et vous précipitez pas sur les mises à jour. C'est souvent des mauvaises. Il y a toujours des gens qui donnent plein de raisons pour mettre à jour vite, parce que j'ai autre chose et j'ai un projet qui pourrait faire ça. Vous en êtes très bien passé pendant 10 ans, ou 8 ans, ou 5 ans, ou 2 ans. Donc attendez une semaine ou 15 jours s'il faut. Alors, maintenant, il y a eu des problèmes réels hein, sur la version 3 d'Elementor. Certains disent qu'il y en a encore. Ça, c'est quand même bien arrangé. Il y a un article du cofondateur d'Elementor qui a dit leçon apprise. Donc, il était visiblement pas très content de la façon dont ça s'est passé. Est-ce que c'est au niveau vraiment de la gestion des bugs, des patchs ou de la communication? On sait évidemment, on sait pas trop. Mais bon, c'est un article de bonne foi et qui explique un peu où ils en sont de leur développement. Donc, c'est un peu technique, hein, mais pas trop. Donc, vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Et il a vraiment reconnu euh, qu'il y a eu des problèmes. Alors, les problèmes, alors pour moi, pour avoir testé du coup sur des sites vierges, c'est-à-dire j'ai pas du tout testé sur des sites clients, j'ai installé des sites avec rien d'autre que Hello et Elementor. Honnêtement, au début, la version 3, les couleurs globales, alors ça je vais en parler, il y avait des gens qui voulaient qu'on en parle, le design global, c'est-à-dire couleur globale et fente globale, réglage de boutons, tout ce qu'on peut faire, honnêtement, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que vous réglez vos couleurs globales, vous allez faire une page, vous les utilisez, vous essayez de faire des manips, de faire des changements, et à un moment, vous ne savez pas pourquoi, aléatoirement, vous perdez vos styles. Sur la page, il n'y avait pas moyen de les ramener. Donc il fallait refaire la manip et tout. C'est vraiment, là, c'était pour le coup, c'était ingérable. Ok, donc tous les gens qui ont testé comme ça se sont dit, bah, je vais pas me l'utiliser tout de suite. Alors évidemment, les gens qui ont testé en 30 secondes, qui se sont dit, ah, c'est super, et je vais faire travailler sur tout un site comme ça pose des problèmes, évidemment, après. Parce que du coup, il y avait vraiment des bugs et ils perdaient tous leurs sites globaux. Il faut savoir que ça a été en bêta-test 1 ou 2 mois. C'est là-dessus, je pense qu'ils n'étaient pas très contents de ce qu'ils avaient fait chez Elementor. La bêta n'a pas ramené les fruits qu'elle aurait dû ramener. Mais la solution, quand vous voyez ça, quand c'est une grosse introduction comme ça de fonction, vous testez et si vous avez un problème, vous attendez. C'est toujours pareil. Vous allez sur les groupes, les sites, vous regardez où ils en sont. C'est pas la peine de rentrer profondément dans les discussions, hein. Vous voyez bien la tonalité des gens qui hurlent ou qui disent tout va bien. En gros, si vous voyez rien, c'est que ça fonctionne, quoi. Alors après, on a eu beaucoup de gens qui disaient j'ai des problèmes sans fin. Et il y a des gens qui continuent à le dire d'ailleurs, et d'autres, mais ça, à mon avis, c'est des gens qui ont des sites complexes, et d'autres qui disent moi, j'ai eu aucun problème, j'ai mis à jour 50 sites d'un coup, j'ai pas eu un seul problème sur un seul site. Bon, est-ce qu'ils ont vraiment vérifié tout? Pourquoi ça arrive, ces jugements si contradictoires? Bah, c'est un peu ce que je vous ai dit depuis le début, c'est qu'en fait, ils ont des profils totalement différents. Si vous faites du site dynamique avec beaucoup de CSS développés, avec plein de plugins,
ou l'un ou l'autre, hein, c'est pas toujours tout ensemble. Ou si vous êtes très près de Elementor, Elementor Pro, et puis peut-être un add-on, et vous n'avez pas du tout le même profil. Donc il y a des sites qui vont être complètement plantés par des bugs, et d'autres qui vont même pas voir qu'il y a des bugs. Euh, donc en fait, et en plus, en général, les gens ont tendance à développer le même type de site. C'est-à-dire, si vous faites de la boutique, vous faites de l'intranet, vous faites des sites de contenu, vous faites du site vitrine, ou du site dynamique ou tout statique, vous faites un peu, les gens font un peu toujours les mêmes sites. C'est un effet de clientèle, euh, ou de technicité, ou de capacité technique. Euh, donc voilà, il y a des gens qui étaient parfaitement heureux et d'autres parfaitement malheureux, mais bien sûr, ça dépend de leur profil. Et la conclusion, c'est vraiment, on attend, on attend, on attend quand il y a des problèmes, quoi. On ne parle pas d'attendre 2 ans là quand même. Oui, un mois, ça peut être long, mais voilà, c'est pas 2 ans. Donc attendez, c'est le meilleur conseil, je pense, qu'on puisse donner. Et bien sûr, tenez-vous au courant de ce qui se passe en allant au moins consulter le groupe officiel Facebook ou le On blog. on a Edouard qui nous demande, quand on met à jour un site, faut-il mettre à jour en premier le thème, le plugin, dans quel ordre, et les mises à jour automatiques, point d'interrogation. Oui, alors ça revient souvent. Il y a des pratiques assez différentes d'ailleurs. Les gens ne sont pas toujours d'accord. Enfin, ça revient souvent. J'ai lu au fil du temps des discussions comme ça de gens qui disaient dans quel ordre. Moi, ce que je fais, alors là aussi, ça va dépendre de votre thème. Moi, j'utilise par exemple énormément Hello, qui est un thème Barebone. Il n'y a quasiment rien. C'est un thème nu. Donc, c'est pas du tout sensible. Si vous avez un thème sensible, bon, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais moi, ce que je fais, c'est je mets d'abord à jour mon thème quand il y a une mise à jour. Là, beaucoup de gens disent faites l'inverse, mais c'est vraiment parce que c'est un thème simple, hein. C'est-à-dire qu'il y a peu de prise d'incompatibilité avec les plugins. Donc, si vous avez un thème complexe, on va dire, il y a des gens mais la plupart des gens qui utilisent Elementor ont plutôt des thèmes simples. Honnêtement, normalement, dans n'importe quel autre, ça doit fonctionner, hein. Mais donc, faites ce qui vous plaît le plus. Si vous avez un thème plutôt un peu plus compliqué avec plus de réglages, mettez à jour tous vos plugins et regardez si ça marche. C'est peut-être aussi une histoire de traçage après des problèmes. Et si vous n'avez pas de problème de plugin, faites la mise à jour du thème. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, il y a un plugin qui va, s'il y a un bug, vous allez peut-être pas pouvoir le repérer tout de suite parce que c'est pas fatalement un bug hyper visible, et donc tout ça est assez nébuleux. Euh, mais grosso modo, quand on programme, on a beaucoup de sites et en particulier des petits sites, et qu'on fait des mises à jour automatiques avec une solution centralisée, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Euh, on gère un peu moins bien, on va dire, les ordres parce que vous lancez des chaînes, hein, des chaînes d'action. Donc c'est pas, franchement, j'ai rarement eu de problème, mais je pense pas que ça soit hyper sensible. Mais on a Mehdi qui nous dit, je crois pas que ça pose de soucis, l'ordre, selectall, update. Je vous répète la question. C'est pas une question, c'est Mehdi qui dit Ah, que enfin, pour lui, il n'a pas l'impression que ça pose de soucis, l'ordre. oui, 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 c'est ça, je suis assez d'accord. Normalement, non. C'est toujours normalement non. C'est toujours hein, dans le web, c'est toujours ça. Normalement, ça posera pas de souci. Vous pouvez faire ça tranquillement. Alors, je pense qu'on a une autre question, parce que Dominique me dit, je précise ma question, je ne l'ai pas vue passer, donc je regarde juste. Je demande 2 minutes. Ah oui, ah, mais je pense que c'était pour un thème. Pardon, ok, excuse-moi, je t'ai coupé, j'ai coupé pour rien. Ok. Ok. Donc moi j'ai un peu fini la présentation. Là, c'est répondre aux questions. Si on est encore dans une trentaine, donc ouvrir les micros, c'est peut-être un peu compliqué. Juste, là, il y a Dominique qui avait une question. Je pense qu'éventuellement, enfin, on peut faire un peu un par un, quoi. Si vous voulez ouvrir votre micro peut-être et poser votre question. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez la poser par écrit aussi. Si. En fait, je pose la question parce que je suis assez nouveau sur les mentors. C'est mon premier site de commerce et je me suis aperçu voilà, qu'il y avait certains moments où on ne pouvait pas modifier les pages avec les mentors. On a donc, j'ai envoyé des copies d'écran, donc des messages d'erreur qui
s'affichent, ou en tout cas des messages d'impossibilité. Donc voilà, ma question c'est est-ce qu'on peut ne pas tout faire avec Elementor sur un site de, Alors, de, tout, de, ok, je vais vous répondre. Tout faire, c'est un peu excessif hein, en ce qui concerne WooCommerce. Vous parlez de WooCommerce, j'imagine. Oui. Oui. Donc, vous pouvez modifier, vous avez des solutions de modèles de pages, vous pouvez modifier certaines pages, en particulier les pages produits, les pages catégories de produits, et même la page boutique. Et après, il faut voir. Mais avec Elementor Pro, il faut avoir la licence Pro. Voilà, peut-être. Oui. Hein, et là, vous voyez apparaître, au moment où vous installez Elementor Pro, vous voyez apparaître dans des widgets Elementor, et puis des modèles dans le constructeur de thème. Vous pourrez faire des modèles de produits au lieu de faire des modèles d'articles, par exemple, qui vont gérer plusieurs articles. Mais il faut cette licence. Alors après, effectivement, par exemple, on ne peut pas, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais on ne peut pas gérer la page panier, il me semble. Alors, il y a des solutions avec des plugins, des choses comme ça. Hein. On parle beaucoup de Jet WooCommerce, ou bon, il y en a d'autres. Hein. Il y a des plugins qui font ça. Mais je sais qu'on peut, par exemple, gérer la page de boutique d'une façon, la page d'accueil de la boutique, on va dire, celle qui est installée par défaut par Elementor, d'une façon un peu détournée en appliquant un modèle à l'accueil. Voilà, ce genre de choses. Mais oui, vous pouvez tout à fait le faire. Et moi, quand je monte, c'est en général plutôt des petites boutiques, mais quand des gens font des boutiques avec moi, on fait des modèles comme ça. Après, vous avez de temps en temps, même avec le Pro, effectivement, vous avez un message, le content s'affiche pas. Mais ça, c'est problème ou de cache ou de. Normalement, ça doit marcher. Vous pouvez faire ça. Il faut la licence Pro. D'accord, bon, donc faut donc que je monte en gamme. Voilà, il faut acheter la licence Pro. Donc, c'est, je crois, je ne sais plus de tête, je ne sais plus si c'est 60 € pour 1000 sites ou un truc comme ça. Alors justement, C'est annuel. puisque j'ai la parole toujours sur la question de l'abonnement, en tout cas de la licence payante, alors est-ce que vous pourriez très brièvement dire Oui, expliquer comment gérer en fait les sites faits pour des clients ou en tout cas pour des personnes qui nous commanderaient ou qui nous demanderaient des sites. J'allais sur la page d'Elementor pour. Non, c'est pas Eminem, c'est Elementor. On va aller voir leur structure de prix. Bon, moi, ça fait longtemps que je n'y vais plus, donc j'ai pas tout en tête. Voilà, c'est 49 $, donc une quarantaine d'euros en ce moment, pour un site par an. Vous avez le droit de développer le site pour votre client. Mais si vous avez une licence un site, ça sera un site. Par contre, vous pouvez, en gros, votre client peut utiliser le site. Quand vous montez en gamme, vous prenez soit 1000 sites, soit 3 sites. Bon, moi, évidemment, c'est mon métier, donc j'ai cette licence-là. Tous mes clients ont le droit d'utiliser la licence. Moi, à partir du moment où je renouvelle annuellement ma licence, quand je vais atteindre les 1000 sites, il faudra que je reprenne une autre licence. Et là, je paierai deux fois tant que je reste dans cette zone de 1000 sites, deux fois le montant. Mais vous, oui, le site que vous développez, c'est le principe. Le site de votre client bénéficie de la licence, mais vous pouvez pas, si vous avez qu'une licence, qu'un site, vous pouvez pas en proposer d'autres. Mais le créateur du site, en fait, donc il garde la main sur le site, le client a son accès, c'est ça? Oui, totalement. C'est vous que vous allez rentrer dans le site le numéro de licence pour pouvoir le développer. Et puis, donc, mais c'est votre, à la limite, s'il arrête le site, c'est votre licence. Il a le droit de l'utiliser, sauf si vous décidez que la licence est prise à son nom et que dans ce cas-là. Mais encore une fois, moi, les licences sont à mon nom. Et quand des clients travaillent et que je les héberge ou que je fais de la maintenance et que je fais leur site, je leur dis, quand vous partez, vous achetez votre licence. Oui, d'accord. Oui, ça revient à peu près. Voilà. Si vous désirez, mais vous pouvez aussi dire à votre client, on va l'acheter à votre nom. Surtout quand vous prenez qu'un site, ça semble un petit peu plus logique. Enfin, c'est moins bien pour vous parce que si le site s'arrête, vous n'avez plus la licence.
mais vous avez le droit de prendre la licence pour vous, de faire le site client, et si ça s'arrête, là, il n'y en a qu'une, donc c'est un cas en particulier, mais ici, vous voyez, si vous faites trois sites, les licences vous appartiennent et votre client peut en bénéficier. Oui, d'accord, ok. Et donc, on les facture, ce qu'il faut. Après, vous facturez votre. Alors ça, vous êtes totalement libre de facturer votre client, mais après, s'il va voir, si vous mettez une ligne tel prix la licence, 200 € la licence Elementor, il va sans doute aller voir en ligne Certes. quel bateau vous lui montez. Mais voilà, vous avez le droit de facturer votre client ce que vous voulez, c'est bien sûr. D'accord, merci. Okay. Je vous passe en muet, hein, Nick. Hop. On a une question de Janie qui demande, en dehors d'Elementor, à propos de la fréquence des mises à jour d'extension, les faites-vous toutes les semaines, tous les 15 jours ou attendez-vous tous les mois? Alors les plugins, en gros, je pense qu'il ne parle pas des add-ons, mais des plugins en général sous WordPress. Non, alors, sauf plugins extrêmement sensibles, on dit par exemple WooCommerce. WooCommerce, c'est un peu sensible. Donc WooCommerce, on fait un peu comme Elementor. On va sentir le vent au moment des grosses mises à jour sur les forums ou sur le site WooCommerce France, puis on voit vite s'il y a de gros problèmes ou pas. Hein, toujours pareil, on a son backup. S'il y a de gros problèmes, on attend. Pour la plupart des plugins, il y a quand même moins d'enjeux. Il faut arriver à juger de la sensibilité de l'action. Hein. Où il y a moins d'enjeux, en général, il faut la faire tout de suite. Parce que ça règle souvent aussi des problèmes de sécurité. Et c'est beaucoup plus pénible de se faire hacker un site que d'avoir un petit truc qui tombe. Et voilà. Donc, non, la plupart du temps, moi, je fais les. Bon, après, quand vous faites la maintenance, vous avez plusieurs sites. Donc, vous ne faites pas tout de suite, mais j'essaye de les faire assez tôt pour la plupart des plugins. Sauf, je vous dis, quelques plugins sensibles que je connais, que j'ai repérés, et donc je fais un petit peu attention. Mais sinon, non, l'idée, c'est de faire… Là, on parle d'Elementor qui va quasiment gérer l'intégralité du site. Hein. Quand Elementor et Elementor Pro sont scotchés sur un thème, et sur un site WordPress, vous gérez quasiment tout avec ça. Donc, c'est votre site, en gros. Si vous faites un petit zigouigoui à côté de votre Google Maps avec un plugin, ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc, vous faites des mises à jour quand même beaucoup plus tranquillement. Donc, vous les faites rapidement, en fait. Okay. Julien, vous aviez une question, si vous voulez ouvrir votre micro peut-être ou pas, dites-le moi dans le… Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Super. Donc, j'avais une question. D'abord, merci pour la conférence, pour le meet-up, qui en effet est super complet. Moi, j'utilise Elementor depuis environ 2 ans et Pro depuis 1 an et demi. Assez rapidement, je suis passé au Pro parce que, enfin, je me permets le commentaire. Je vois des gens qui se demandaient sur la version payante. On souffle vraiment un bon coup une fois qu'on a Elementor Pro. Au lieu de venir rajouter plugin gratuit sur plugin gratuit, on souffle un bon coup quand on a la version Pro. Voilà, je ne suis pas du tout affilié moi-même à Elementor. Je dis de mon expérience perso. Donc, moi, ce que j'essaye de faire depuis un certain temps maintenant. Là, je voulais partager mon écran, je ne peux pas. Donc, je vais le décrire. Ce que j'essaie de faire, c'est une galerie avec des posts, mais où, donc, c'est une question de design, et je me le permets puisqu'on a le droit de faire du hors-sujet. Vous disiez tout à l'heure de poser n'importe quelle question. Donc, j'essaye de reproduire ce qu'on retrouve sur les pubs de Facebook, qui sont où on va avoir une première image, une deuxième image, et la troisième image sort de l'écran. Et ça, qu'on soit sur mobile, sur tablette ou sur desktop. Et qu'on peut, que ce soit à la souris ou au doigt sur le mobile, et qu'on peut scroller horizontalement. Donc, cette partie où l'image de la galerie sort de l'écran, elle est hyper pratique parce que toutes les études montrent que donc, du coup, les gens scrollent parce qu'ils voient qu'il y a une image qui sort, et donc le user automatiquement cherche à scroller. J'essaye de faire ça avec Elementor, avec des plugins, etc. Je n'arrive pas à le faire. Ça fait des mois que je suis dessus. J'ai posé la question dans les, dans les forums. Oui, je crois que j'ai vu passer effectivement votre question sur le groupe fan d'Elementor. Et je suis désespéré parce qu'en plus, là, je viens d'avoir un designer qui me soumet un design pour un client qui est approuvé par le client et il l'a mis. Donc là, maintenant, je suis obligé de le faire. C'est même plus pour du bidouillage, je suis obligé. Donc voilà.
Voilà mon pain point. D'accord. Alors là, évidemment, je n'ai pas la solution. Il faudrait que j'étudie et que je regarde un peu le problème. On a Aurélie D'ailleurs, qui dit marge négative juste dans le chat. Je sais ça. Ouais, mais ça marche pas sur les post-grid, les marges négatives. Et j'ai joué avec, j'ai passé des heures et des heures et ça ne marche pas. En fait, ça marche sur le preview de Elementor, mais une fois que vous passez sur un browser normal, ça ne marche plus. alors après, vous avez toujours la possibilité, je sais que c'est assez désagréable, hein, mais si par exemple là c'est indispensable et vous n'avez pas de solution, c'est soit effectivement de faire développer juste Ouais. le petit slider, soit de regarder du côté de Smart Slider Pro, des choses comme ça. Je vais aller juste voir dans les modèles, ils font des choses beaucoup plus compliquées qu'Elementor, hein, et si ça se trouve, vous trouverez un modèle qui fait ça. Ouais. Euh, je jetterai un œil, moi je ferai une petite recherche pour voir, et puis Ouais. je vous répondrai Volontiers. si je trouve. Là, comme ça, non, j'ai pas de réponse immédiate, hein, mais D'accord. Ouais, je sais que c'est assez pointu. ouais, c'est Évidemment, assez précis, donc il ouais. faudrait vraiment voir et étudier un peu. Moi, j'ai jamais eu le cas, donc Ouais. Ok. D'accord. Bah, merci voilà, mais merci d'avoir posé la pour, question. Ouais, il y a des débuts de réponse aussi dans le chat, donc peut-être qu'il y aura des gens qui auront voilà, des solutions. Il y avait Edouard qui avait une question aussi. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole ou pas. Vous avez un micro. Edouard? Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, ma question, c'était sur la vitesse d'affichage et la rapidité d'affichage en général des sites Elementor. Au-delà de la qualité du serveur qu'on va utiliser, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques enfin, au-delà bien sûr de mettre des images légères, etc., mais est-ce qu'il y a des plugins révolutionnaires ou des bonnes pratiques un peu Alors oui, spécifiques pour accélérer l'affichage de certaines pages? vaste sujet, évidemment. Ça discute. Il y a des groupes spécialisés dans ce genre de choses, hein, la vitesse, comment on fait pour optimiser les. Alors, déjà, vous avez un builder de page, il va vous prendre des ressources et il va vous faire perdre un peu de temps. Ça, c'est juste incontournable, hein. On ne peut pas avoir les mêmes vitesses que quand on code du HTML ou enfin quand on code à la main. Ça, c'est sûr. Vous avez dit une fois qu'on a, ne tenons pas compte du serveur. Et pourtant, c'est crucial. C'est vraiment ça qui va c'est vraiment disons l'endroit où on peut jouer le plus facilement. Je vous garantis qu'un site mutualisé d'entrée de gamme du genre 45-50 euros par an et vous passez à un site à 200-400 euros par an, c'est saisissant quand même, hein. Et surtout en termes d'administration. C'est-à-dire qu'après, ça dépend du nombre de visites, mais après, les caches gèrent relativement bien les visites tant que ça reste. On parle souvent de sites pas trop fréquentés. Voilà, mais bon, ça c'est très important. Et après, bien sûr, oui, vous en glissez un mot. Quand vous parlez de logiciels, eh ben, c'est des logiciels de cache ou d'optimisation. Donc, il y a toute une série de logiciels qui font ça. D'abord, les logiciels de cache. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, du type WP Rocket, WTotal Cache, plus ou moins facile à régler, plus ou moins adapté à votre, à votre hébergeur. Et vous avez des hébergeurs comme SiteGround par exemple qui développent leur propre cache côté serveur, cache dynamique, même cache, tout ça, ça qui vont aussi pas mal accélérer. Mais de toute façon, par exemple, il faut savoir que quand vous allez tester votre site avec Elementor sur le banc de test Google, Google n'aime pas tellement les pages Elementor. J'avais une raison technique. Donc, vous allez pédaler pour atteindre des scores, si vous vous fiez à ces scores-là, pour atteindre des scores corrects. Mais ce n'est pas si crucial que ça, hein. Ce qui est vraiment important, c'est le temps du premier affichage. Donc, quand vous mesurez, ne tenez pas trop compte des notes, mais ayez un truc vraiment, vous pouvez même le faire dans votre console Chrome ou ailleurs, regardez le temps de votre premier affichage. Parce que ce temps-là, il est essentiel puisque évidemment, les gens vont déjà avoir du contenu sur la page. Et si le reste arrive un peu après, alors après, solution miracle, eh ben, on entend parler de WP Auto-Optimize. Moi, je ne l'utilise pas. Moi, j'utilise, alors, par exemple, chez SiteGround, le cache SiteGround.
Beaucoup de gens sont très contents de WP Rocket, qui a fait de gros efforts marketing et technique. Maintenant, la solution miracle, vous savez, c'est des tas de petites optimisations. Et finalement, quand vous lisez les forums de gens qui sont très techniques sur l'hébergement, ils disent oh là là, arrêtez, prenez un bon hébergeur. Un bon, ça veut dire que vous allez mettre assez nettement plus cher, mais c'est tellement plus simple et c'est la vraie solution est souvent là. Voilà de ce que je pouvais vous dire assez rapidement sur le sujet. Ah, ok, merci. Et juste une dernière question. Moi, je fais de façon professionnelle des sites avec Elementor et j'arrive au niveau où je commence à en gérer une certaine quantité. Alors, c'est pas énorme, hein, il y en a une dizaine à tout casser, mais je me pose la question de proposer à mes clients un hébergement et de tous les mettre sur le même hébergement. Et j'ai commencé à étudier les sites qui proposent de la maintenance, enfin des sociétés d'hébergement qui proposent de la maintenance en même temps que l'hébergement, ou avec comme ça, de façon mutualisée, on peut faire des mises à jour de toutes les extensions de tous les sites en même temps et tout. Et Kingsta, je crois, il y a une boîte qui s'appelle comme ça. Et je me posais la question sur l'efficacité de ces. Oui, alors bon, alors c'est un peu, là aussi c'est un peu touffu parce qu'il y a plein de choses. Kinsa, c'est assez cher. Je ne savais pas qu'ils avaient un service de maintenance. Alors, si par maintenance vous entendez, par exemple, les mises à jour WordPress. Ouais, mise à jour, ouais. Ouais. Alors oui, vous avez des solutions. Alors vous pouvez le faire bien sûr, passer par un prestataire. Vous avez des solutions, même gratuites, qui vous permettent de faire ça vous-même. C'est-à-dire de la centralisation de mise à jour. Moi, c'est ce que je fais. Je sais pas, j'ai peut-être je gère quoi, 120, 150 sites, pas mal de petits sites. Je fais de la mise à jour avec MainWP, qui est un plugin WordPress gratuit. Et ManageWP est aussi connu. Il y en a d'autres, c'est les deux plus connus. Honnêtement, ça marche bien, quoi. Oui, vous avez des petits problèmes. De temps en temps, il y a le mise à jour qui ne se fait pas. De temps en temps, vous avez un petit fichier de maintenance qui reste coincé et il faut aller le débloquer à la main. Ça arrive, mais ça marche bien et ça dépend vraiment du coût de la maintenance. Alors, je suis un peu dubitatif, moi, sur la maintenance déléguée, on va dire, au niveau des mises à jour WordPress, parce que vous voyez, ce type de truc, est-ce qu'ils vont vraiment finement aller étudier, peut-être, hein, je ne veux pas être mauvaise langue, mais aller étudier l'état du plugin qu'il faut mettre à jour quand c'est un plugin sensible et qui vont reculer la mise à jour si ça, il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Je ne suis pas sûr. Voilà, vous avez la possibilité de le faire vous-même. Si vous voulez m'en parler, vous pouvez aussi m'envoyer avec plaisir. Ouais, je vous écrirai. Un message. On a juste Mehdi qui nous dit les mises à jour auto dans WordPress, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne, bien sûr. Enfin, ça fonctionne pas. Bien sûr, il y a il y a des hébergeurs qui vous permettent de choisir les mises à jour automatiques. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où ça ne fonctionne pas? Ça, je veux bien, mais moi, régulièrement, pour les mises à jour mineures, donc qui sont vraiment cruciales, parce qu'en général, ça corrige les failles de sécurité. Hein. Les WordPress 3.5.2 ou 4.5.1, c'est souvent des failles de sécurité et des petits bugs aussi. Celles-là, il faut les faire vite. Et celles-là, on dit, il vaut mieux les automatiser en général. Il y a très, très peu de chances que ça fasse planter un site. Par contre, les grosses, on les fait à la main et en vérifiant un peu, en faisant plus attention à la main ou automatisé light, on va dire. Mais a priori, si moi, je reçois régulièrement lors des mises à jour mineures dans mon email les notifications de ma centaine ou 150 sites qui ont été mis à jour. Je te coupe parce que Mehdi nous dit qu'il parlait de la nouvelle fonction auto-update des extensions. Alors, honnêtement, je ne l'ai pas utilisé. Vous me dites que ça ne marche pas. Voilà, ça peut être un sujet sympa. Peut-être pour le prochain meet-up où vous nous ferez part de votre expérience. Et voilà, c'est ce genre de truc qu'on recherche, que les gens partagent. Moi, je ne l'ai pas testé. Je ne peux pas tout tester pour le moment. Je fais toujours mes mises à jour à la main, mais de façon groupée. Donc voilà, on est tout oui quand vous nous en parlerez. Pour cette fois-là, ça va faire un peu. On va dépasser très nettement. Donc, mais on garde votre idée en tête. Ouais. C'est intéressant parce que c'est vite pénible quand on fait des sites.
ces problèmes de mise à jour. Ok. Ben, je crois que c'est à peu près tout. Je sais pas si, enfin, peut-être, François, tu dois être épuisé là. Moi, ça va, Ça pas de va? Je problème. sais pas s'il y a. euh, ah, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Pardon. Excuse-moi, je m'embrouille un peu. On demande si Bluehost est un bon hébergeur. Comme ça. Quel hébergeur? Bluehost. Alors Bluehost, donc moi j'ai jamais mis de site chez Bluehost. Disons que la tonalité dans les forums est pas terrible, mais il y a des gens qui se sont révoltés. C'est-à-dire que Bluehost, ça peut être un peu une tête de turc, il est un peu harcelé parfois. Et puis il y en a d'autres qui se révoltent complètement en disant qu'ils sont depuis des années chez Bluehost et qu'ils ont. Donc voilà, je peux pas vous aider beaucoup plus. Disons que c'est pas un des hébergeurs qui est mis en tête en général quand on parle de bon hébergeur WordPress. Hein. Les bons WordPress classiques, encore une fois, c'est plutôt du Kinsta, du WP Engine, du WPX, SiteGround sur certains plans, mais tout le monde n'est pas d'accord. Et puis vous avez des choses genre Cloudways, plus autour du cloud. Mais c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas très compliqué, mais à gérer. Et puis des choses encore du genre Clost ou qui sont là de l'hébergement où vous payez à la ressource, quoi. Vous ne payez que ce que votre site consomme, mais vous payez cher quand ça consomme, quoi. Par contre, quand ça consomme pas, vous avez un très très bon hébergement. Voilà. Je peux vous citer quelques hébergeurs il y en a plein d'autres hein, que je peux vous citer. C'est très compliqué hein, le marché de l'hébergement, surtout que ça évolue. C'est-à-dire que quand vous jugez un hébergeur, vous dites c'est vachement bien ou c'est moyen. Puis si ça se trouve un an après, tout a changé quoi. Parce que le support ils sont moins bien, ils ont moins d'argent, ils ont moins de support. Bon, le support, moi en tout cas, les supports. Bon, si on peut comparer les supports de certains hébergeurs français que j'avais fait, on voit tout de suite de quoi on veut parler. Et les hébergements un peu plus chers. Alors je ne sais pas ce qu'ils font eux en hébergement plus cher, hein, mais les hébergements un peu plus chers ailleurs en termes de support, c'est le jour et la nuit, quoi. Même si c'est pas toujours parfait. Ou alors ça a tellement évolué chez les hébergeurs que j'utilisais que je suis un peu largué pour le coup sur ce plan. Mais voilà, quand j'ai un problème sur WPX avec mon plan d'entrée de gamme, mais pas donné, mais d'entrée de gamme pour eux, pour le moment, je sais pas, j'ai des réponses dans la minute, quoi, ou dans les 3 minutes dans le chat, quoi. Voilà, SiteGround c'est pas mal aussi, même si ça patauge un peu plus, mais c'est moins cher. C'est souvent une question de prix quand même. Hein. S'il n'y a pas d'arnaque, si on peut mettre plus d'argent dans le support, c'est cher le support, c'est de l'humain. Okay. Bah, il te remercie pour la réponse. On a deux autres questions. On a une question de Claude qui nous demande si les mises à jour PHP sont-elles risquées? Alors, ce n'est pas vraiment des mises à jour, c'est votre hébergeur qui va mettre à jour PHP. Vous allez décider d'utiliser PHP sur le site ou pas. Vous avez dans votre panel d'hébergement souvent un endroit où vous pouvez choisir. La plupart du temps, site par site. Parfois, pour tout votre hébergement, si vous mettez plusieurs sites dessus. Et vous choisissez, je veux être en 7.2, en 7.3, en 7.4. Si ça ne marche pas, vous revenez en arrière. C'est assez, ça fonctionne assez bien. Il m'est arrivé d'importer des sites qui étaient en 5.5, 5.6 et de les passer en 7.2 au moment où je faisais l'importation, où j'ai installé. Il n'y avait plus grand-chose qui marchait. C'était un vieux thème qui n'avait pas été mis à jour. Ben, je repasse en 5.6 et ça remarche. Donc voilà, c'est pas. On répare vite la bourde pour le coup. Enfin, de ce que j'ai connu moi. Après, pour des sites beaucoup plus complexes, je ne sais pas ce que ça peut impliquer, mais j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes avec ça. PHP 8 arrive et par exemple, il y a certains de mes hébergeurs qui demandent, qui nous permettent de le tester, mais ils disent pour le moment ça marche pas avec WordPress. Donc il faut mieux attendre un peu, mais ça arrive. Dans quelques mois, il y aura du PHP 8 et la prochaine version de WordPress va être compatible, je pense. On a Mehdi pour info qui nous dit qu'il est en train de monter son service d'hébergement 100% cloud. Ok. Un technicien de l'hébergement, vous êtes bienvenu
pour éventuellement intervenir sur des problèmes d'hébergement plus tard quand on fera Ouais. notre magazine. C'est la dernière chose dont je vais vous parler. Donc, pour varier un peu les plaisirs, on a vraiment ce qu'on voudrait, c'est faire plusieurs petites interventions dans les meet-ups, faire une sorte de rendez-vous. Il n'y a pas fatalement une grosse thématique, mais plusieurs interventions. Il faudra évidemment préparer un peu et puis réunir des questions. Et pour ça, on aimerait un petit peu que des gens de la communauté soient prêts à faire 5-10 minutes. Et ces interventions-là, on essaiera de les mettre sur notre projet de magazine, de faire en gros un petit smashing magazine, vous voyez, où il y aura des petites interventions. Bon, c'est moins ambitieux, hein, c'est pas Smashing Magazine, mais avec le petit bloc identifiant de l'auteur. Et comme ça, de faire un peu de com autour des interventions. Et comme on aura pas mal de contenu autour d'Elementor, bon, voilà, vous voyez un peu l'idée, c'est assez simple. Hein. Donc, si ces choses-là vous intéressent, et c'est pas obligé d'être très technicien. Hein. Si vous avez une idée, vous nous la soumettez. Parfois, ça sera 20 lignes, ou une petite vidéo, ou ce que vous voulez, ou une petite démo, ou vous parler d'un plugin que vous avez utilisé et que vous aimez. Bon, ça peut être plein de choses. C'est vrai qu'on a moins de travaillé que ce qu'on voulait là-dessus, mais on le fera. Et on va traduire des articles en français, des articles du blog d'Elementor aussi. C'est quand même plus sympa à lire que la traduction Google. Ouais, on a Pour Julien qui a l'air d'être intéressé, donc n'hésitez pas à nous contacter par. Du coup, il y a le formulaire, il y a nos emails dessus. Je vais peut-être les remettre aussi dans le groupe. Et juste ce que j'ai dit, on avait une question en plus, François de Jenny, donc à qui je vais laisser la parole, parce que j'ai dit que je vais laisser la parole quand même avant de partir. Oui. Voilà, Jenny, si vous voulez mettre votre micro. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais. Oui. Oui, très bien. Merci, bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, je rencontrais des difficultés techniques par rapport à Elementor pour la gestion des menus, surtout les sous-menus. Et sur un des sites là où il y a des pages, des sous-rubriques, en fait, sur une page principale, il y a des sous-rubriques. Donc, quand on est sur la page principale, vous avez le menu qui est bien identifié. Mais quand vous êtes sur la sous-page, en fait, je n'arrive pas à récupérer le code CSS pour permettre à ce que le menu soit du haut, en fait, la page principale soit identifiée. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que j'essaie d'expliquer ? Oui, c'est la propriété, la pseudo CSS sur lien actif, j'imagine, dont vous parlez, sur la page active. Oui, c'est ça. Mais autant sur la page active, c'est facile à faire dans le menu, mais quand on arrive en sous-page, je n'ai pas réussi à trouver. Alors déjà, est-ce que vous parlez d'Elementor Pro ? Oui. Donc, utilisez la fonction menu, le widget de menu oui. d'Elementor. Oui. Déjà, il faut juste savoir si c'est codé comme ça et si c'est possible sur les sous-menus. Ça serait la première question à poser. Visiblement, sur le site d'Elementor, ça ne se fait pas. Si vous regardez bien. Oui, mais ils peuvent ne pas l'avoir fait et que ça soit possible quand même. Mais attendez, je vous dis ça, mais je ne sais pas. Peut-être que justement, ce n'est pas possible comme c'est codé et il faut aller. Donc là, ce que je vous propose, c'est que vous décrivez un peu votre problème. Éventuellement, j'irai jeter un œil. Je ne fais pas du support comme ça. Bien sûr, oui, bien sûr. Et ça m'intéresse de toute façon d'aller regarder. Je n'y ai jamais pensé en fait. Parce que en fait, l'idée, c'est que quand vous avez un sous-menu qui se rétracte ou qui disparaît, avoir la propriété lien actif dessus, ça ne sert pas à grand-chose puisqu'il est censé… Ça permet de savoir ça permet de permettre à l'utilisateur de savoir où il est dans le menu. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que le menu soit déroulé, reste déroulé. Pas forcément. Si c'est un menu déroulant, comment vous voulez qu'il repère alors ? Voilà, si vous allez sur le site d'elementor.com, là j'ai mis un exemple. Vous allez sur la page Feature, par exemple. Sur la page Pricing, par exemple. Voilà, donc si vous allez sur cette page, voilà, le menu donc est… ça c'est normal, c'est au premier niveau de menu. Mais voilà, vous me dites, si vous êtes sur Showcase, par exemple, là c'est le hover, c'est le lien hover. Vous cliquez, mais le sous-menu a disparu. Comment ? Voilà, oui. Voilà, mais j'ai réalisé des sites précédemment avec le menu, la page principale, donc c'est-à-dire là, par exemple, aux ressources, dans ces blocs catégories. Vous voulez que la page principale hérite du lien ? Ah oui, ça c'est peut-être plus compliqué, effectivement. Oui, c'est ça. La page principale hérite du lien. Quand je suis sur Showcase, il faudrait que ressources soit aussi… je comprends votre problème, mais à mon avis, alors vous ne voulez peut-être pas le faire, mais il vaudrait mieux mettre un fil d'Ariane si vous voulez que les gens se repèrent.
sous votre menu que de… Ça m'a l'air… Bon, non, ça doit être possible en CSS, j'imagine, mais… Voilà, sur les autres sites que je codais plus facilement en CSS, j'arrivais à trouver la solution, mais sur celui avec Ben, Elementor, j'y arrive pas. vous voyez, il est encore actif là. Ouais. Mais seulement, évidemment, seulement quand on Voilà. déroule le menu. Oui, parce que c'est un menu particulier, c'est un menu qui n'a pas, oui, c'est ressources, il n'a pas de lien en fait, c'est un lien personnalisé, enfin, il n'y a pas de page ressources proprement dite. Oui, oui, C'est que ce menu. Voilà. c'est un lien vide. Mm. Mais ça, je ne sais pas, ça ne changerait pas grand-chose, hein, je pense. C'est juste que si on fait marketing ici, Ouais, pareil. vous voyez, il reste, mais comme il se rétracte et que c'est le comportement normal, vous ne le voyez plus. Oui. Donc, vous voudriez que features, mais en même temps, est-ce que c'est bien logique que vous êtes sur la page marketing et vous allez donner une indication que vous êtes sur features. S'il y a vraiment un lien, là, il n'y a pas de lien, mais on a Ah, souvent des liens ici sur les ouais, ouais. Enfin, moi, voilà, je trouve que c'est plus visible, plus parlant. Mais c'est Ok, possible. si je vois passer, on va garder votre email et si je vois passer si je vois passer une solution, une question autour de ça, je vous transmettrai. C'est gentil, ouais, merci. Voilà. Merci. Merci bien. Merci. Bon, bah Sophie, si… Ouais, bah, merci beaucoup, merci à tous. Attends, je vais couper je vais arrêter ton partage d'écran. Tu veux que j'arrête le mien? Ouais. Bah, J'arrête le mien. Attends, ouais, c'est bon. J'ai arrêté le mien. Bah, merci à tous d'être venus. Donc, comme on dit, je vous ai envoyé plusieurs fois, je vais vous le remettre une dernière fois quand même, le lien pour nous laisser vos emails, comme ça on vous tient informés de tout, du projet de blog, des prochains meet-up. Je vous le remets une dernière fois. On est joignable évidemment par email. J'ai mis les mails là. Sur le meet-up, vous avez aussi sur le groupe meet-up directement, vous pouvez nous contacter. Donc n'hésitez pas. Nous, on est vraiment preneurs d'avoir vos participations, que ce soit quelque chose de dynamique et que chacun puisse faire un petit bout. Donc voilà, on espère que ça vous a plu et voilà, à la prochaine fois. Ben, au revoir à tout le monde. Et vraiment, si vous avez d'autres idées sur des choses qui vous… Oui, on a eu quelques idées que j'ai Ouais, gardées, je te dirai après, François. ouais, On a d'accord. quelques trucs. Ouais. Ok, c'est bien. Bon, bah, N'hésitez pas aussi. bonsoir à tous alors. Au revoir. Au revoir. Alors...